Et voici la 49e émission de votre podcast préféré, Bug, le podcast numéro 1 sur les séries télé et le 7e art. Je suis Alphonse Dadet, votre autre habituel, et je suis toujours accompagné de mes deux fidèles compagnons de lutte acharnée et sanglante. Il y a Seb. Salut Seb. Oui, bonjour à vous, et bonjour à Christian et Mickaël qui nous écoutent. Et Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous la jeunesse, les Jones comme on dit, hein. Pas facile de trouver sa place dans un monde si peu accueillant, où l'on sent que tout peut péter à tout moment, un avenir en flou, où chaque seconde qui passe te rapproche un peu plus du vide. On t'a appris à marcher, à parler, à compter, même pas à ne pas avoir peur de l'autre. Avenir et chaos marchent main dans la main, et tu ne le sais que trop bien, au fond de toi, que le plus dur dans tout ça, c'est que la prochaine fois que tu écouteras Bug, ce sera la dernière fois. Ouais, gros. Bug. Plus qu'une après celle-là. 49. 49. Putain, c'est moche. Bienvenue à vous. C'était une chanson de Vianney, ça, non? C'était... non, je remercie Damien Saez pour la co-rédaction de cette intro. Très bien. Eh bien, écoutez, nous partons sur les chapeaux de roue et le programme est complètement iconoclaste comme à son habitude. Il y a Seb qui va nous parler de comédie française bien de chez nous. Et Pas de chez vous, Bastien pas nous de chez fera moi. Hein. Nous on fait pas Ouais, ça, c'est vrai. nous on fait pire. Et... Nous on fait les Ouais, frères vous avez Dardenne. les frères Dardenne. Voilà. Et Jaco Van Dormel. Ouais, c'est pas terrible non plus. Hein. Franchement. Hein. Et Bastien nous fera un beau pot pourri pour finir en apothéose. Bon bah Seb, je sens que tu vas nous déverser quelques kilolitres de haine comme tu en as l'habitude et le secret. Alors vas-y, fais-toi plaisir, mets-nous en plein la bouche. Ouais, c'est ce que disent les enfants à Christian Quesada. Donc ouais, bah, vu que vous m'avez fait arrêter Spider-Man sur PS4 pour faire l'émission, j'ai un peu la haine. Il faut que je décharge quelque part, comme dirait Christian, quand il voit un enfant. Donc désolé auprès des films qui vont suivre. Hein. À la base... Alors attends, est-ce que c'est le... Attends, je t'arrête tout de suite, mais du coup tu as salué Christian en début d'émission. Est-ce que c'est Christian Quesada? Oui, et Mickaël, fils de Jacques. Ah d'accord. C'était ça la blague. Je me disais bien qu'elle était complètement passée inaperçue. Oui, je pensais que c'était des amis à toi. Non, Vraiment. non, absolument pas, je n'ai pas d'amis. Tout le monde le sait, je suis une merde. Personne ne m'aime, voilà. Christian et Mickaël, ça passait tellement bien. C'est pour ça que ça m'a fait... Et si j'avais dit Michael, vous auriez peut-être checké un peu je plus pense, sur ouais. mon avis, oui. Bon, c'est pas grave. J'aime bien faire des vannes qui tombent à l'eau. Comme un peu la vie de Christian Quesada maintenant, qui est tombé à l'eau. Hein. Avec 800 000 euros quand même, mais bon. En prison, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, donc... Ils vont lui pensionner son cul. Moi à la base, bah, je voulais vous parler de The Last of Us, hein, pour rester sur la PS4, enfin c'était PS3 mais alors j'ai joué à la remasterisation, excusez-moi monsieur, je suis à jour dans les consoles. En fait, je vais en parler depuis fin décembre, mais j'ai rien écrit, parce que je suis une feignasse. Donc à la place, voici New York, comédie française les petits gars. Oui, New York, N-O-U-S, hein, pas New York, rien à voir, c'est la comédie absolument formidable. Bref, petite histoire. Un jour, dans son luxueux appartement parisien, Géraldine Nakache était déprimée. C'est alors que son ami et co-réalisateur Hervé Mimran, un mec trop marrant, est passé pour lui dire bonjour. Elle a la pression, logique, leur précédent film a été un tel succès qu'il sera difficile de faire mieux. Mais Hervé, pas con, il lui dit qu'il serait donc bon pour elle de prendre des vacances. Mais la Géraldine fait sa radasse. Hors de question de dépenser ses thunes. Pourtant, Hervé lui dit bien qu'ils se sont fait des couilles en or avec tout ce qui brille. D'ailleurs, les couilles en or, ça aussi, ça brille. Je vous Ça l'avais brille. dit, Hervé, c'est un rigolo. Bref, là, éclair de génie de la part de Géraldine. Vu la manière dont ils se sont payés la tête du monde avec l'arnaque qui leur sert de film, en gros, le propos c'est lol, mais pour les cons qui ne sont déjà plus ados, pourquoi ne pas recommencer? Un producteur voyant en eux un potentiel succès commercial ne leur refusera rien. Allez hop, ni une ni deux, on se fait pas chier. Géraldine et son ami Hervé vont emmener leurs amis en vacances sans dépenser une thune. L'histoire sera simple. Des mecs vont à New York pour voir une amie qui vit là-bas. Boum, cinéma français, tcha. Après un brainstorming de 13 minutes,
dont la majorité pour se vernir les ongles. Ils balancent sur un papier quelques idées vite fait pour faire croire qu'ils ont vraiment un scénario. Comme ça se passe à New York, on met une star américaine, mais une bonne grosse caricature pour pas se faire chier à développer une complexité au personnage. Au menu également, une bonne petite leçon de morale pour faire genre, un truc vide de sens, style « Tu crois que t'as compris la vie ?» Bah non. Et on passe directement à autre chose. C'est à peu près aussi dégueulasse que dans les petits mouchoirs de Guillaume Canet, le mec au regard vitreux, mais ça dure moins longtemps, alors ça va. Bref, de son côté, Hervé, il est un peu pédé. Hervé, il veut de l'émotion. Géraldine lui propose alors de tuer un personnage en cours de route. Mais attention, Hervé ne veut pas casser le train-train quotidien de ses bouffons à New York. Donc que faire? Ah, je sais. Tuer un personnage de second plan. Tu sais, celui qu'on a vu au début pendant 45 secondes et qui aura été évoqué à 3 reprises. Bah ouais, celui-là. Comme ça, on fait pleurer un personnage à l'écran et hop, encore une fois, on passe à autre chose. Comme si tout cela n'était jamais arrivé. Ça me rappelle aussi étrangement une histoire de mouchoir. Bref. Le duo se sentant on fire, ils appellent donc un producteur, obtiennent un budget et hurlent en chœur. On part à New York! En résumé donc, pas d'idée, que ce soit au niveau du scénario ou de la mise en scène, ça ne raconte rien, ça surfe sur un succès, c'est de la merde, on n'est pas étonné, mais ça marche et certains poussent le vice jusqu'à aimer. Je n'ai donc qu'une seule chose à dire. Le cinéma français est un problème. Le cinéma français devient des téléfilms. Et nous, gens de cinéma, on raconte des histoires, des états d'âme de jeunes femmes ou de jeunes gens autour d'un frigidaire. C'est pas cher, on a des repères certains et ça se vend toujours. Ça fera toujours un 20h45. Jean Rochefort, le mardi 12 mars 2013. Ouh. Voilà. Comme ça on termine sur une bonne note sur Citation. New York, mais vous savez quoi? Je suis pas remis de mes émotions. Alors vous voulez que je vous parle de Police de Maïwenn? Oh. Police de Maïwenn, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Allez, au suivant. Ça, c'est pas vraiment français, mais le premier était réalisé par un français, donc c'est la faute de la France. Un top 5 des trucs tout pourris dans Silent Hill Révélation. 1. Numéro 1. Si ta fille a des visions qui peuvent l'humilier en public, ne l'envoie pas à l'école. Numéro 2. Si tu es la fille en question, alors ne va pas au centre commercial de ton plein gré, espèce de grosse pute. Numéro 3. Le film s'appelle Silent Hill et on doit attendre 45 minutes sur 90 pour que l'autre dinde s'y rende. Remboursez-moi, bordel. Numéro 4. Malcolm McDowell. Numéro 5. Le blabla inutile suivi d'une scène gore naze avec effet 3D pourri, suivi de blabla inutile, suivi de blabla ultra explicatif, suivi de blabla inutile, suivi d'une scène gore naze avec effet 3D pourri. Et enfin, Lucie de Luc Besson. J'en ai déjà parlé, mais c'est de la merde, alors je le redis, c'est de la merde. Et ça passe ce soir. Exactement, ça passe ce tout soir. est connecté. Tout est connecté. Exactement. Est-ce que vous voulez un petit dernier pour le plaisir? Un bonus, ouais. Bien sûr. Bah pour finir, donc un truc que j'aimais bien et qui a été niqué. Pamela Rose de Cadet Olivier. Parce qu'il y a des années, c'était des mecs drôles. À la télé et au cinéma, on était certains de se marrer grâce à eux. C'est alors qu'est arrivé Mais qui a tué Pamela Rose, adaptation de leur série de sketchs hilarantes du même nom, qui s'avérait tout bonnement brillant. Les références sont bien amenées, l'humour absurde du duo fonctionne. C'est quand même les mecs qui ont inventé le kaboulox, quoi. Les seconds rôles sont savoureux, tout est millimétré pour 90 minutes de plaisir absolu dans la lignée de la Cité de la Peur, sans jamais atteindre le niveau quand même. Oui, c'est vrai, quand même. Bref, il y a un gag et une vanne à la minute, ça s'arrête jamais. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis, Olivier Barou, il s'est pris pour un réalisateur. Et Cadmerade pour un acteur. Du coup, ça donne Safari, l'Italien, Superstar, et tuche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois qu'il Non, je t'ai plus. je crois qu'il prépare le 11 là. Enfin bref, jusqu'à ce que Cadmerade lui-même se prenne pour un réalisateur avec Monsieur Papa. Déjà rien que le titre, c'est magnifique. Le cinéma français, tcha. Tout cela donne une idée plutôt infecte de la suite de leurs aventures. Et la suite, tu crois pas si bien dire, Coco. Les bougres décident de faire Mais qui a tué Pamela Rose 2. Et cette fois, on l'a retué. Enfin bref, ça on s'en fout, oubliez. Parce qu'on en a strictement rien à branler pendant tout le film. On fait 20 minutes sur cette histoire et on zappe l'affaire pour passer à autre chose. Et cette autre chose, le vide. Voilà tout. Une bonne idée au tout début du film. Pour des raisons budgétaires, la voix off est délocalisée en Asie.
et c'est tout. Ensuite, on nous refait ce même gag. Ah, les jolies filles, c'est pour la bande-annonce. Ou encore le comptable qui vient dire que le budget est dépassé, ce genre de truc. C'est sans imagination aucune. C'est un film paresseux de sa première à sa dernière minute. J'ai pouffé de rire une fois, j'ai souri 2 fois. Sur 97 minutes, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est peu. En fait, tout ce qui était génial dans le premier est ici retenté, mais sans passion. Du coup, rien ne marche. Et on se dit que l'humour en France, il est aussi mort que le soleil. Car moi aussi, je peux faire des références pas drôles. Mais moi, j'ai pas fait une excellente comédie avant de faire des vannes nazes. Il est triste l'humour à la française. Je refais. Il est triste l'humour à la française, très triste. Moi j'ai qu'une envie là, c'est de retourner jouer à Spider-Man et imaginer ce que j'aurais pu écrire sur The Last of Us. Et tu pouffes comment, s'il te plaît? J'allais dire comme ta meuf, mais bon, je la connais donc. Et je crois qu'elle écoute. Bonne réponse. C'était pour le jeu de mots pouf. Ouais, vous avez compris. Ouais, voilà. Plus que Michael. Je ne suis pas forcément fier de celle-là. Mais... En fait, je vais pas faire parce qu'elle écoute. Pas, elle écoute. Non, elle a abandonné ah aussi. Oui, comme tout le monde. Soyons sérieux. Non, c'est très bien. Eh bien, écoute, c'était un très beau constat sur ces films que déjà tout le monde a oublié, je pense. Il me semble quand même. Silent Hill Révélation, je me demande s'il y a encore des gens qui se souviennent qu'il a été fait, quoi. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était Michael J. Bassett, le réalisateur de ce truc-là, non? Tu me poses des questions dont je n'ai pas la réponse. Attends, c'est l'instant Google. Silent Hill. Je l'ai pas googlé, mais je crois que c'est ça. Le film reste surtout parce qu'il y avait Kit Harington dedans, quoi. Donc on lui ressort régulièrement. Michael J. Bassett en effet, et Sean Bean est de retour, Radha Mitchell aussi est de retour, il y a Carrie-Anne Moss. Ah putain quand même. Ah ouais non. Je l'ai pas vu celui-là. Je crois que c'était juste après la première saison de Game of Thrones. Il avait déjà commencé en plus. Ouais, c'est en 2012 donc oui. Mais alors du coup, on peut revenir vite fait sur le premier Silent Hill de Christophe Gans. Vous en aviez pensé quoi les garçons? Alors comme c'est ma partie, je vais commencer, parce que je suis comme ça, moi, un petit peu foufou. Le film est visuellement sublime, c'est tout quoi. Le truc est complètement tout pourri, aucun intérêt. Bastien? Moi j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu au cinéma et j'ai toujours voulu rester sur cette impression. Sur cette impression-là, et j'ai jamais osé le revoir parce qu'effectivement tout le monde à l'époque disait un petit peu la même chose, que le film était extrêmement beau plastiquement, mais qu'au fond ça ne faisait absolument pas peur et que c'était quand même extrêmement dommage quand tu adaptais Silent Hill. C'est même pas une question que ça ne fasse pas peur, c'est parce que c'est un truc que j'aurais dit sur The Last of Us. Je vais me permettre du coup parce que j'ai fait une chronique assez courte cette fois. Le truc c'est que je suis pas, comme vous le savez déjà, je suis pas un gros fan d'horreur et ce genre de trucs. Moi les films de zombies et d'infectés, c'est à part les 28 jours et 28 mois plus tard, c'est 28 semaines pardon, c'est pas, voilà, je m'en fous un tout petit peu, et The Last of Us m'a complètement scotché, et je me dis en fait parce que le jeu c'est presque limite de l'interactif quoi, t'as quand même finalement pas grand chose à faire, ce serait le reproche que j'ai à lui faire, mais en même temps ça m'a permis d'être complètement dans l'histoire puisque j'incarne le héros. Parce que je me disais, est-ce que finalement faire une mini-série là-dessus ça aurait pas été beaucoup mieux, mais je sais très bien qu'en faisant une mini-série j'aurais pas été autant impliqué par le truc, j'aurais été spectateur et j'aurais été un peu en retrait par rapport au truc, et c'est ce qui fait que j'ai eu des gros moments de flip sur le jeu que je n'ai jamais devant ce genre de film. Donc voilà, je pense que c'est très compliqué une fois que tu as fait ça d'adapter au cinéma. Donc Xavier Jean, c'est pas Xavier Jean, qu'est-ce que je raconte Oula, Christophe Gans, pardon. Il a vraiment fait un très beau travail. Tu sens que le mec il aime le jeu et qu'il a voulu être le plus respectueux possible. Mais derrière, ce qu'il raconte, on s'en branle complètement quoi. Donc c'est même parfois un petit peu ridicule quand il te ramène le gros monstre à la fin. L'histoire est complètement naze. Si t'aimes le jeu, vaut mieux rester sur le jeu quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que visuellement il est chiadé. Bon, j'aime toujours d'ailleurs le film, et je trouve qu'à chaque fois que les sirènes de l'enfer retentissent, il y a quand même un petit frisson qui parcourt l'échine. Mais bon, ça va pas beaucoup plus loin que ça, et c'est vrai que si je l'ai pas revu depuis, je sais pas, peut-être pas loin de 10 ans, vous me demanderiez de quoi parle le film. Je sais plus trop, je crois que ça parle un peu d'obscurantisme et compagnie, mais enfin voilà, ça parle de ça, mais la trame en elle-même, je vous avoue que
je l'ai zappé, c'est pas trop resté dans mon crâne. Mais Il y ouais. a toutes les parties avec Sean Bean qui sont complètement à la ramasse. Oui, qui ont c'est rien ça. à Oui, foutre c'est là, vrai quoi. qu'il y a une partie policière. C'est vrai qu'il y a une partie policière qui est intercalée très très maladroitement. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est vrai que ça, c'était pas bien amené du tout. Et ça Mais gâche Radha complètement le Mitchell, truc. Quoi, donc, Radha Mitchell était cool. Deborah Kara Unger, dans un de ses derniers rôles visibles, était uber cool, comme souvent. Et ouais, non, c'était quand même un truc sympatoche. Mais Bastien, t'as peut-être raison de rester sur Oui, je pense. ta bonne impression. Bon, bah écoutez, on va Deborah tout de suite se Kara lancer Unger, dans elle est Tempo. dans le 2 aussi. Ouais, mais c'est une série, ça. D'ailleurs, je me demandais ce qu'elle faisait, Deborah, et donc tu me dis qu'elle est dans eux aussi. Non, elle est dans Silent Hill Révélation. Oui, le 2. Oui. Ah, je croyais que tu parlais. Ah, d'accord. Ok, très bien. J'ai bien compris. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse pour dire que Nicolas Cage s'est marié samedi dernier et qu'il a demandé le divorce cette semaine. Ah, c'est vrai, j'ai pas suivi l'affaire. Ouais, Ah. ouais. Ah bah merde alors. Ouais, ouais. Il a- Soi-disant qu'ils étaient trop bourrés au moment du mariage. C'était avec sa maquilleuse, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, la demande de divorce a été faite 3 jours après. Magnifique. Il Nicolas est toujours au sommet. continue de m'émouvoir. Ouais, Il était va faire trop un ivre monde. pour comprendre qu'il est en train de se marier. Mandy 2. Bon, Bastien, ton pot pourri, on y va. Ouais. T'as du lourd. En plus, moi qui pensais faire des sélections foutraques, je vois que Seb a mis un petit peu Ah ouais, la barre haute là. faut pas déconner. Donc moi. moi aussi je vais faire des grands écarts Ah, c'est dans ça. la sélection. C'est ça qu'on aime. Et d'ailleurs je vais commencer direct par le roi du grand écart avec le point JCVD Jean-Claude Van Damme avec We Die Young de Lior Keller. Donc dernière sortie de l'ami Jean-Claude qui continue dans le film un petit peu à tendance dramatique, puisque là il a encore un rôle dur où il ne sourit jamais, un petit peu à la Lucas, souvenez-vous. Il est pas bien le Jean-Claude en ce moment. Donc là dans celui-là il se drogue même carrément. Oh la vache, la mise en abîme. Et il ne parle pas. Après son rôle d'aveugle dans les nouveaux Kickboxers, ici il est totalement muet pendant tout le film. Il ne dit pas belette. Oh putain, Suite à une explosion durant la guerre, car c'est un ex-soldat quel génie. qui vit aujourd'hui dans un quartier malfamé où des gangs règnent. Ils pillent, ils écartèlent leurs victimes et tabassent les boucs avec une batte. Les boucs Bien sûr, oui. Les boucs. Les boucs Les La boucs. Oui, D'accord, ça a l'air bien, je vais regarder. J'imagine les mecs qui viennent agresser des boucs. C'est vraiment le film qui dénonce quoi. Bon, c'était une référence à Monsieur Manhattan. Ah d'accord, Tu ne verras pas ça dans le film. je suis déçu du coup. Enfin bref, au milieu de tout ça, il y a quand même des gosses des quartiers qui vont avoir des Christian, gros problèmes. Sur les gosses. Et heureusement, Jean-Claude, il est là et il a bon cœur dans le fond, donc il va essayer de les aider. Et là, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que je viens quasiment de vous raconter tout le film, car il les aide vraiment, mais vers la fin du film. On est déjà à 1 heure de métrage et ça fait 1h25. Quoi. Donc le reste de temps du film, il ne se passe absolument rien. On nous montre juste tous ces personnages vivre entre eux. Il y a une histoire de mariage aussi dedans, mais rien à voir avec le mariage de Nicolas Cage, c'est beaucoup moins intéressant. Avec un mec du gang donc, qui se marie. Donc t'as aussi le chef, donc t'as le chef, t'as des mecs qui veulent devenir, donc qui font un peu la merde, des petites frappes. Donc c'est quasiment un film social, comme vous pouvez le voir. J'ai l'impression que c'est la cité de Dieu, quoi. J'y ai pensé aussi à un moment, je suis un peu la cité de Dieu du pauvre. Mais sauf que là, t'as Jean-Claude. Et comme je l'avais déjà dit une fois, voilà. Et comme je l'avais dit, j'en avais marre à une époque de le voir dans des films d'action tout pourrave, et je préférais qu'il soit utilisé finalement pour sa dramaturgie, pour sa petite profondeur dans des rôles un petit peu plus sérieux, et forcé de constater que maintenant que j'en ai marre de le voir dans des rôles tristes, et je veux le revoir faire
Faire des Je veux grands le re- écarts et casser la gueule à tout le monde. Je veux le revoir avoir la banane, quoi, qui se marre et qui fasse des films où il fait n'importe quoi, parce que là, au final, on sait qu'il n'y aura jamais un Tarantino ou un Michael Mann pour le faire jouer. Donc, ça ne sert à rien. Il doit se contenter d'un Liors Keller. Et je dis non. Il y avait aussi sa série à un moment sur Amazon, je crois que du coup j'avais pas vu ce Jean-Claude truc-là. Van Mais Johnson. Ouais, et là du coup c'est plutôt dans l'esprit que je suis en train de décrire, mais pareil ça c'est un peu, je crois qu'il y a quand même une saison, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'ils ont fait une Je sais saison? pas trop ce que ça donnait au Je sais final. qu'ils ont fait le pilote, mais parce que je l'ai vu, mais est-ce qu'ils ont fait une saison? Ouais, Je crois Je crois que que- oui. Je ouais, crois je crois que que oui. Mais ouais, pareil, c'était chaud à trouver, un peu Ouais, comme oui. quand c'est des diffuseurs un peu la con comme ça, des fois c'est pas évident. Bah, c'est ça. On a du mal à nous les envoyer via la boîte à lettres, donc pas évident. Mais ouais, We Die Young, c'est pénible, hein, vraiment trop sérieux et parce que du coup c'est un film quand tu le regardes tu te dis ouais, ça se tient, il n'y a pas de grand écart visuellement où ça part en cacahuète, c'est sérieux mais c'est très anecdotique, hein, c'est à voir uniquement si vous êtes un déviant de l'ami Jean-Claude, sinon vous pouvez encore continuer à vivre votre vie sans avoir à vous infliger tout cela, j'ai envie de dire. Mais il est super récent. Hein. Pour l'instant, c'est son premier film de l'année. Hein. Ah bah ouais, Et alors, donc, Commence. pour être complet sur Jean-Claude Van Johnson, il y a eu 6 épisodes. Ah ouais, ah voilà. déjà 6 de trop. Bon alors next. Ah là là. Avec le point, le film sympatoche avec plein de petites têtes connues, mais en même temps, tu sais au fond de toi que ça va pas être sympatoche, car personne ne l'a dit avant. Avec Slaughterhouse Rulers, je sais pas comment C'est Rules. Oh putain. on dit. Rules. Ouais, et c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. Donc film d'horreur à tendance humoristique English. Donc ouais, Seb, toi tu vois ce que c'est, Alphonse, je sais pas. Là, je suis en train de regarder en direct. Ouais. Il y a Margot Robbie dedans, mais bon, voilà. Ah, je vais- c'est, tu vois. c'est de la merde. Je vais parler de tout ça. Donc l'histoire, ça se passe dans une école, un pensionnat typique anglais, hein, à la Harry Potter, comme on peut l'imaginer. Et en fait, l'école va devoir affronter une espèce de créature étrange, démoniaque, sortant d'un trou dans la forêt. Et donc, élèves et professeurs vont devoir s'unir pour survivre. Donc un canevas, certes, peu original, mais qui peut promettre quand même un bon petit divertissement du samedi soir. Surtout que, comme vous le disiez, côté casting, on a quand même du beau monde. On a donc Simon Pegg, Nick Frost, son acolyte, est là. Il y a Michael Sheen aussi, hein, que j'ai toujours considéré comme le sosie officiel de Simon Pegg. Donc les voir tous les deux dans le même film, je me suis dit, enfin, alors qu'ils sont pas du tout frères dans le film, ni jumeaux. Mais bon, pourquoi pas. On a aussi Asa Butterfly, Butterfield, notre pas ami Butterfly. But- Comment? Non, mais ils Ouais. sont connus, ces mecs-là. ouais. Asa Butterfield, Un peu comme- Fried, c'est Hugo Cabret, où là il a joué dans la nouvelle série avec Gillian Anderson, Ouais, je qui est pas crois, mal du tout, Sexe élu. Il y a aussi Finn Cole, qui est un des Peaky Blinders. Donc tu disais, il y a aussi Margot Robbie. Bon, par contre, que l'on ne voit uniquement qu'à travers un écran d'ordinateur. Hein, donc, tout petit rôle. Donc, plein de petits beaux mondes, mais non. Hein. Le film reste vraiment très nul. C'est jamais drôle, jamais fun. Il y a très très peu d'action au final. Hein. Les scènes avec la bestiole sont toutes Il faut attendre anecdotiques. super longtemps. En plus. Puis il faut attendre longtemps. Franchement, moi j'ai pas vu quoi sauver dans ce truc. Le film n'a fait parler de lui que par le casting et c'est sorti un peu de nulle part parce que moi j'avais jamais entendu parler de ce truc et je me souviens que le trailer était arrivé à un moment sur le net et on s'était tous dit putain ça va être cool ce truc, il y a quand même du moment, ça peut être sympa. Mais au final aujourd'hui il n'y a plus personne qui en a vraiment reparlé et j'ai l'impression que depuis que le film est visible il est totalement perdu dans l'oubli. Il sera sûrement offert dans Mad Movies dans 47 ans. Mais en même temps, ça ne se mérite pas. On comprend pourquoi le film ne fait pas parler. Alors, pour l'anecdote qui peut intéresser Alphonse, le réalisateur, quand même, qui est un certain Crispian Mills, Ouais. c'est quand même, quand on le check, le chanteur du groupe Kool Shaker. Oula. Oh putain. Alors là, on a un flashback des années en arrière. Ouais. Et donc, le mec a bifurqué à la réalisation. Et il n'aurait peut-être pas dû, parce que quand tu vois ce truc. Donc moi je vous dirais plutôt de regarder à la place Attack of the Block de Joe Cornish, si ce n'est pas fait, dans le même genre c'est beaucoup beaucoup plus réussi. Ah, je confirme. Oui, on confirme. Next. Bah ouais.
Le point maintenant, le film que tout le monde a vu car c'est sur Netflix, alors que si c'était pas sorti sur Netflix, personne ne l'aurait vu, avec Triple Frontière de J.C. Chandler. Oh, je avec, crois que t'es mauvaise langue là. Il a son petit public quand même, le monsieur. avec son casting all-star, puisque donc Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Gareth Edlund et compagnie. Alors pour rappel, c'est un film qui fut un temps le projet de Catherine Bigelow. Puis finalement, là, elle est restée quand même à la production pour filer le truc au surestimé donc J.C. Chandler. Alors je dis surestimé alors que j'ai pas vu Most Violent Year, mais j'avais vu le truc avec Redford en pleine mer et c'était quand même chiant comme la mort si je me souviens bien. Tu te souviens bien. Ouais. Most Et puis Violent là, c'est quand même beaucoup mieux. ouais. Ça déjà, il Et puis, se passe un peu plus de choses, quoi, donc forcément ça relève un peu le niveau. Et je dis aussi surestimé parce que Triple Frontière là quand même a reçu quand même pas mal d'éloges, de bons échos quoi je trouve, alors que c'est quand même encore une fois avec Netflix un film extrêmement moyen. On a un film qui est quand même divisé en trois. On a trois parties qui sont représentées où tu as la présentation des personnages, après tu as le cast en lui-même et après la partie survival. Alors pour ceux qui attendent le survival, alors pareil, il va falloir attendre très longtemps, car le film prend le temps, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le problème, c'est que le film c'est que le film enfile des perles que l'on connaît sans rien proposer de neuf, quoi. Mais et en plus, surtout que quand le moment survival arrive, c'est extrêmement décevant. Où tu t'attends quand même à une partie où les mecs sont en danger, t'attends un pétage de câbles entre eux, le gros bordel quoi. Alors qu'en fait tout cela reste quand même très inoffensif. Alors oui c'est vrai qu'il y a une mort quand même qui est assez importante et qui peut surprendre, mais j'ai pas senti après ça qu'il y avait une grosse panique. C'est réglé dans l'immédiat le truc et après tu as donc ce film sans tension et du coup quand il n'y a pas de tension c'est l'ennui qui guette du coup. Alors j'ai bien compris que cette mort aura un impact moral sur les autres persos à la fin, mais moi je voulais un film avec des colonnes, quoi, tu vois. Alors en plus, la fin, t'as une espèce de pirouette bizarre qui retourne sa veste, où tu te dis, les mecs ils savent pas trop ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est un peu dommage parce que avec un petit peu plus de folie, il y avait un moyen de faire, je pense, un film un petit peu plus radical et efficace. Là, c'est Netflix, c'est du standard, un film fait pour France 2 le dimanche soir. TF1 peut-être pas, mais France 2 le dimanche soir, ça passe. Là, pour le coup, je vous tournerai plus sur revoyez plutôt Le Cercle Rouge de Melville ou The Shield, saison 2-3 ou 4, 5. Ou bien le Un plan simple de Sam Raimi, des films qui savaient utiliser leurs acteurs et leur potentiel, où il ne suffit pas d'aligner des noms de stars. Seb, Oui. tu l'as vu? Ouais. Et alors? Je l'ai plus apprécié que Bastien, mais c'est vrai que quand je lis un peu l'enthousiasme des gens, je me dis que c'est un peu exagéré. J'aime bien l'idée de prendre son temps pour présenter les personnages, etc. Mais c'est vrai que ça dure quand même 3 plombes, quoi. Je vais aller comme ça à Bamo 45 minutes. Facilement, voire même un petit peu plus avant d'arriver au casse. Le casse est très sympa et après c'est vrai que le survival c'est pas un truc qui te prend vraiment au trip quoi. Plus c'est parce qu'ils ont été cons. J'aime pas quand les personnages font un truc complètement con et qu'ils se mettent dans la merde à cause de ça. Chaque fois je me dis mais vous êtes cons les gars. Et donc ils sont cons. Et du coup, tu gueules sur ton écran et tu dis mais vous êtes cons. Oui, parfois ça m'arrive parce que ça me pète les couilles. Là en l'occurrence, je le spoil un petit peu, mais ils ont pris tellement de pognon que l'avion est trop lourd. Il y a un moment, les mecs, vous avez pas besoin d'avoir 500 millions de dollars. C'est pas utile, vous saurez pas les dépenser, vous n'en aurez pas l'utilité dans la vie. Vous pouvez vous en débarrasser. Et non, il faut que monsieur il soit super riche. Alors qu'il va jamais pouvoir dire aux gens, regarde, je suis super riche parce que il a volé. C'est pas bien de voler. Donc voilà. Tout ça pour ne pas accepter l'argent au final. En plus. Mais quand même un petit peu quand même. J'ai envie de spoiler la fin parce que du coup, j'imagine que tu vas le regarder ou pas? Non, vas-y, balance-lui la fin alors, parce que c'est vrai que c'est un peu ridicule quoi. Parce que donc Ben Affleck se fait tuer genre une demi-heure avant la fin du film. Ouais, c'est bizarre, j'aurais parié sur lui.
Et donc, après, moralement, parce que donc Ben Affleck, quand même, il a sa petite famille et tout à nourrir, il le faisait un peu pour ses gamins, tout ça. Et Oscar Isaac, c'est un peu une petite pute quand même dans l'histoire, c'est un peu lui qui a organisé le truc, mais lui, il est prêt un petit peu à tout pour cet argent, et les autres mecs qui l'entourent, à la fin, non, en fait, l'argent, on n'en veut plus, on redistribue tout à la famille de Ben Affleck, quoi. Et Oscar Isaac, c'est un peu le seul mec, lui, qui voulait pas redistribuer, il voulait vraiment garder son pognon. Donc il s'en va un petit peu là-dessus, et puis en fait, je crois que c'est Charlie Hunnam qui revient le voir à la fin, et puis ils parlent tous les deux, puis il lui donne une petite carte avec des coordonnées où ils avaient planqué de l'argent au cas où, parce que donc ils n'avaient pas pu rapatrier tout l'argent, et donc il y a des coordonnées comme quoi si un jour ils veulent aller récupérer de l'argent, alors que 30 secondes avant il avait pas accepté l'argent. Donc voilà, on finit là-dessus. Ouais. Potentielle suite. Ça se dégonfle un peu. Après voilà, je trouve que le film est quand même... Enfin, parce que Jandor, je trouve très surestimé, mais c'est quand même un bon réal qui sait quand même tenir son truc. Donc moi je pense que sur Netflix, c'est quand même dans le haut du panier, quoi. En plus, j'aime bien Oscar Isaac et Le le casting perso est était vraiment plutôt bien. pas mal, mais pareil, Oscar Isaac, il commence à faire trop de films Netflix. Hein. Annihilation. Ouais, il était déjà dedans. Enfin, bon. Next. Ouais. Le point 20 ans plus tard, je le vois enfin, Oh, avec Terrorfighter de Lloyd Kaufman, oh putain. film culte de la société Trauma, sorte de nuit américaine déglinguée, puisque pour qui connaît les films Trauma, ce film est le parfait étendard de la société, hein, du gore, du cul, de l'humour vulgose, débile, pas d'argent, critique du capitalisme et encore autre je ne sais quoi dire, et autre chose. Trauma, c'est un petit peu tout ça, si vous voulez. Et dans Terrorfighter, du coup, on suit le tournage d'un hypothétique Toxic Avenger, et on voit en fait les membres de l'équipe se faire tous dessouder les uns après les autres par une mystérieuse femme, à moins que ce ne soit un homme déguisé en femme, ou à moins que ce ne soit les deux. Oui, ami hermaphrodite, ce film parle de toi. Et Dieu sait que c'est une communauté quand même sous-représentée au cinéma, donc bravo à eux d'avoir fait un film sur les hermaphrodites. Et d'ailleurs, il faut souligner l'excellente pub qui conclut le film, avec les amis Trey Parker et Matt Stone, les messieurs créateurs de South Park, qui jouent des hermaphrodites dans une espèce de pub, et ça vaut son petit pesant de cacahuètes, hein, quand vous imaginez leur petite gueule quand ils font les cons. Alors quand je dis un tueur hermaphrodite, hein, forcément on a, comme c'est Trauma, on a un petit plan, alors sachant qu'en plus son père y avait coupé la bite pour le violer étant gamin, le mec. Et il n'a pas fait ça dans les règles de l'art, donc il a toujours un petit bout de zizi. Et à côté de ça, tu vois les lèvres du vagin, parce que donc il a les deux sexes côte à côte. Et donc comme c'est Trauma, on voit tout. Et donc ce tueur hermaphrodite se fera d'ailleurs quand même plus ou moins tué par un prout enflammé, puisqu'à un moment t'as un gars de l'équipe technique qui prend un autre gars, qui lui baisse son froc et puis sort un briquet, et puis là il y a un prout et puis il se fait cramer, quoi. Et une fois qu'il est bien cramé, t'as la propre fille de Lloyd Kaufman qui joue dans le film, qui doit, je sais pas, avoir 10 ans à tout casser, qui l'empale avec une espèce de grande barre de fer. Donc Lloyd Kaufman, réalisateur et cofondateur de la mythique Trauma, qui joue aussi dans son film là, et il fait le rôle du réalisateur, qui est aveugle, hein, par ailleurs. Il faut le voir le film juste pour voir sa gueule avec des grands yeux écarquillés pendant tout le film. Comment il joue l'aveugle, c'est à mourir de rire. Ça mérite vraiment plein de photos de profil, je veux dire, avec les grands yeux grands ouverts. Oh, alors qu'ils sont en train de tourner et qu'ils ne voient que là, c'est à mourir de rire. Il a des gueules pas possibles. Alors le film est connu aussi par chez nous parce qu'il a une petite réputation, car on peut y croiser quand même des franchises. Ouais, c'est vrai. Parce que donc, rappelons qu'il y a Edward Baird qui joue un petit rôle. Il y a aussi Ariel. Ouais. Il y a Ariel Wiseman aussi, alors que j'ai pas calculé d'ailleurs. Je sais qu'il joue dedans, mais
Je l'ai pas vu. Je le cherche encore. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me faire une capture d'écran, parce que j'ai pas trouvé non plus sur le net. Et à côté d'Edouard Baird, on a aussi un acteur dont j'ai oublié le nom, mais aujourd'hui moi je le connais parce qu'il jouait dans la série Braco. C'était un des acteurs du casting important. Et Edouard Baird, bah pareil, hein, je pense qu'il joue dans le film, mais on peut pas lui passer les images aux enfants de la télé, hein, parce qu'il se fait quand même quasiment dégobiller dessus pendant toute la séquence. Donc je pense que c'est un petit peu trash pour Arthur ou Laurent Ruquier. Hein. Même si Laurent Ruquier, faut pas trop le chauffer en ce moment quand on le croise dans la rue. Ah ouais, c'est clair. Et on a aussi forcément des petits habitués de l'écurie Trauma, hein, puisque Ron Jeremy fait donc le fameux père sadique. On a Lémi de Motorhead, Déby Rochon. Il y a Eli Roth qui doit faire un plan aussi à un moment. Donc plein de têtes comme ça. Voilà, je l'attendais. Donc à voir si vous êtes un adepte de l'esprit Trauma, hein, mais si votre truc c'est la marvellerie, bah, j'ai envie de vous dire, allez vous faire foutre. Est-ce qu'on peut être les deux? C'est la question. Je pense. C'est ça qui est merveilleux. Comme les hermaphrodites, on peut être les Pour deux. le burger Exactement. quiz qu'on fera pour la dernière, ce sera Avengers, Toxic Avenger ou les deux. Ouf. Bon alors next. Quel teasing. Alors le point documentaire les garçons. Alors non, je ne vais pas parler de... Non. Le point documentaire avec un doc que j'attendais depuis extrêmement longtemps, depuis sa bande-annonce en fait. Oh. Non. Doc Hollywood. J'aime bien celui-là. Et grâce à Dieu, j'ai enfin eu accès à ce documentaire. Enfin, on l'a reçu dans la boîte aux lettres en tant que journaliste, rappelons-le, avec le fameux Three Identical Strangers. Et donc, pour une fois, c'est pas un documentaire Netflix en plus. Hein. Donc, vous voyez pas trop ce que c'est là, comme ça, Three Pas du tout. Alors, je vais vous raconter cette histoire incroyable donc de trois frères jumeaux séparés bébés, hein, pas tout à fait à la naissance, au bout de 6 mois. Ils seront en fait placés dans des familles d'accueil différentes sans savoir l'existence donc de l'un et de l'autre. Et en fait, c'est à 19 ans plus tard que la révélation va tomber. Alors j'espère que en fait vous comptez pas voir le documentaire parce que là je vais plus ou moins tout vous raconter parce que on peut pas en parler je sans pense tout que raconter, en j'ai fait. deviné, ils vont se retrouver, etc. Donc voilà, il n'y a Ouais. pas beaucoup de mystère à mon avis. Ouais, mais ça va un petit peu plus loin que ça, c'est ça qui est bien. Et anglais en même temps. je pense que comme un documentaire malheureusement n'a pas beaucoup d'intérêt quand on sait tout ce qui s'y passe, et après cette chronique, même si le doc, je vais vous en dire du bien, un doc quand même où tu sais où tout ce qui se passe, c'est quand même chiant quand même. Donc je suis désolé par avance, mais je vous raconte ce qui se passe. Donc en fait ça commence, il a 19 ans, il va dans une espèce de faculté et t'as tous les étudiants qui font hey Eddie, ça va, comment s'est passé ton été et tout, et le mec fait attends, je ne vous connais pas et je ne m'appelle pas Eddie. Et donc là il y a un colocataire qui lui fait mais attends, il y a un mec qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau et tout. Donc on va voir ce fameux mec, et donc là il découvre son portrait craché identique, et donc il découvre qu'il a un frère caché, et qui sont issus donc tous les deux du même orphelinat, la même structure. Mais il ne savait pas donc cette existence. Donc la presse de toute l'époque se fait c'est quand même incroyable cette histoire de frères séparés à la naissance. Et donc une petite photo qui apparaît dans le journal, et donc là une autre famille d'accueil voit la photo et font à leur fils mais en fait tu ressembles carrément aux deux qu'on est en train de voir en photo. Donc ils vont se retrouver et on découvre qu'il y avait 3 triplés. Je peux me permettre, c'est dommage que tu ne fasses pas les voix. Ouais, c'est dommage. Mais c'est comme ça. La vie est dure. Ça m'invite. Et C'est pas 3 triplés, hein. C'est des triplés. C'est un troisième. Parce que 3 triplés, généralement. Ça fait 9. Voilà, c'est ça quoi. On est bon en maths dans cette émission, c'est bien. Et donc, ils vont avoir leur petit succès, ils vont passer à la télé américaine, ils vont même jouer dans des films, hein. Il y aura un petit caméo dans un truc avec Madonna. Oula. Ouais. Donc, tu te dis, le documentaire, ok, si ça va rester là-dessus, ça va quand même être assez limité comme sujet. Mais après, heureusement, ça va quand même un petit peu C'est plus des loin, tueurs et en c'est là que ça série devient quand même- psychopathes.
Et pour une fois, il n'y a pas une histoire de meurtre, et c'est ça qui est bien. Ils vont coucher ensemble. Non, c'est que donc, je vous disais, ils sont tous issus de la même structure d'orphelinat, là on les a scellés, donc ils vont quand même s'intéresser à savoir pourquoi même les parents adoptifs ne savaient pas qu'il y avait des frères jumeaux. Alors donc ils vont se défendre en disant que en fait c'est parce que c'était difficile de trouver une famille qui pouvait accueillir 3 enfants en même temps, donc ils ont préféré ne pas dire qu'il y avait des jumeaux, enfin des triplés. Et en fait, en creusant un petit peu plus l'affaire, ils vont découvrir qu'en fait, il y avait des scientifiques qui étaient derrière un petit peu tout ça et qui en fait ont fait exprès de séparer ces triplés au bout de 6 mois donc, parce que en fait, ils voulaient les placer dans déjà un milieu social différent pour voir après, ils revenaient en fait quand ils étaient gamins tous les ans, leur faire passer des tests aux gamins pour voir comment ils évoluaient un petit peu dans la vie et donc voir s'il y avait des similitudes entre eux. Et même donc quand ils se sont découverts à 19 ans et qu'ils passaient à la télé, ils jouaient tout le temps du fait qu'ils étaient vraiment identiques malgré le fait qu'ils n'étaient jamais vus avant, ils fumaient les mêmes cigarettes, ils avaient le même goût en matière de femmes, donc plein de rapprochements. Et donc ça fait un peu flipper où tu te dis les mecs en fait ne se sont jamais vus quasiment avant et donc sont en fait quasiment identiques. Et là où le documentaire va encore plus loin, c'est qu'on va découvrir qu'ils ne sont pas les seuls dans le même cas, puisque l'orphelinat a fait la même chose avec d'autres jumeaux qui se sont découverts quelques années après. Il y a eu plusieurs cas donc dans la même structure. Et en fait, il y avait une vraie étude derrière tout ça, où ils ont étudié plusieurs gens au fil des années. Et il y en a même à la fin du documentaire, tu as le scientifique, un des seuls scientifiques qui a participé au texte qui parle et qui dit qu'il y en a encore 3-4 joueurs qui n'ont jamais été identifiés et qui ne savent pas encore qu'ils ont des jumeaux et que un jour peut-être ils tomberont face à quelqu'un qui leur ressemble. Parce qu'en plus donc le résultat de cette étude, personne ne peut y avoir vraiment accès puisque donc le vrai mec derrière tout ce truc-là est mort et donc il a genre posté le résultat de son étude dans une bibliothèque un petit peu perdue au fin fond de l'Amérique où personne ne peut l'ouvrir avant 2065 parce que donc lui en plus avait des réseaux un peu politiques et tout ça et puis il fait partie d'une structure qui protège un peu le truc donc les enfants ne peuvent pas avoir accès aux résultats de l'étude donc on ne sait toujours pas le résultat de ces tests vraiment sur quoi ça a apporté. On découvre aussi, parce que donc il y a un des triplés qui s'est suicidé depuis, les autres ont eu des dépressions, des trucs comme ça. Ils ont découvert par la suite que leur mère biologique avait une maladie mentale. Donc il s'est posé aussi la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi pour savoir si une maladie mentale se répercutait chez les enfants malgré qu'ils ne le sachent pas et qu'ils étaient dans des milieux différents. Le scientifique qui fait passer les tests, qui est le seul à parler, dit qu'il ne savait pas pour la maladie mentale, donc a priori ça ne portait pas là-dessus, mais donc il y a des questions comme ça qui se posent. Donc c'est quand même intéressant cette partie-là du documentaire. En plus moi j'étais pas au courant avant de le voir, je savais juste que donc, c'était des triplés séparés et puis qui se retrouvaient. Et donc ça pose beaucoup de questions sur en fait le libre arbitre, parce que donc la grande étude portait sur l'inné et l'acquis et compagnie, et donc le documentaire tend à la fin à nous montrer que finalement il y avait quand même un libre arbitre parce que ils disent que ils ont joué de leur similitude et de leur ressemblance alors qu'au fond il y avait quand même des grandes différences et puis ils se sont plus ou moins fâchés en tous les trois au fil des années parce qu'après ils ont ouvert un restaurant tous les trois et tout mais ils étaient extrêmement proches puisqu'ils vivaient dans le même appartement pendant de nombreuses années mais après leurs vies se sont un peu séparées, ils ont eu chacun leur petite vie et puis je vous dis il y en a un qui s'est tué depuis donc voilà. Après le documentaire est fait de mélange d'interviews des deux frères rescapés, de gens qui ont connu un peu l'affaire. Après tu as des images d'archives et puis tu as le truc qui fait un peu toujours chier, des espèces de reconstitutions. Oula. Alors là heureusement c'est fait un petit peu j'ai envie de dire timidement avec des flous et compagnie donc ça tourne pas trop au ridicule comme on peut le voir dans des documentaires des fois français ou ce genre de conneries. Secret d'histoire. Voilà. Donc moi je vous le recommande, même si je vous ai niqué tous les rebondissements, mais moi franchement j'ai bien apprécié, ça m'a tenu, ça m'a intéressé, j'ai envie d'être invité dans un plateau télé qui diffuse le documentaire à télé pour en débattre après autour de tout ça, c'est M6 si vous voulez m'inviter. Ça fait un peu épisode d'X-Files quand même au final. Ouais. Il y a un petit côté. On se retrouve en 2065 pour la suite. Exactement. Exactement.
Et enfin, next, avec le point, depuis le temps que je dois en parler, l'un de mes coups de cœur de ces derniers mois, avec la mini-série Escape, at Dannemora. Donc l'histoire vraie, encore une fois, de l'évasion de Gus d'une prison et de leur traque. Tout cela réalisé par l'ami Ben Stiller. Oui, le Ben Stiller, ce que l'on sache trop quand, où, comment, pourquoi, mais reste que c'est lui qui réalise tous ces épisodes. Et c'est écrit par des mecs ayant bossé sur Ray Donovan. Donc ça donne déjà un petit peu moins envie. Bon. Alors le casting excellent est composé du duo Benicio del Toro et Paul Dano, avec au milieu de tout ça une Patricia Arquette qui a remporté depuis quelques prix pour son interprétation et performance. Alors je vous le fais comme ça, un prise de poids, des chicots pourris à la Christian Quesada, donc vraiment on l'a dit, vous voyez un peu le topo. Au milieu de tout ça, on a David Morse aussi, un vieux de la vieille, un habitué des barreaux, j'ai envie de dire, un peu comme Nina Hartley. Bon, ça c'est gratuit. Et je pense que Christian Quesada aussi, il va s'y habituer. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nina Hartley Je suis pas au courant de la vie des gens, moi. Pas que des choses bien. Attends, je check un peu sur Google. Oula. Rajoute des années 1980. Ouais, parce que là, j'ai directement, j'arrive sur Pornhub, donc si tu veux. Fais gaffe, il te fiche déjà. Alors oui, donc les trucs de prison et les évasions, vous allez me dire rien de bien neuf, mais bon, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est exploité, j'ai envie de le dire, comme ici. Alors certains vont trouver ça un petit peu beaucoup trop lent, c'est pas faux. Mais tout cela, je trouve, reconstitue minutieusement les faits, et au final, on est en totale immersion dans cette histoire, qui est absolument captivante, portée par des acteurs vraiment habités à leur meilleur. J'avais pas vu Benicio aussi bon depuis 21 grammes, je pense. Patricia Arquette est sortie tout droit d'un film des frères Cohen, auquel la série m'a fait d'ailleurs quand même pas mal penser. Là, c'est un rôle, c'est du Frances McDormand pur jus. Paul Dano, il fait toujours du Paul Dano, et donc il est très bon. L'acteur qui fait le mari de Patricia Arquette, dont j'ai oublié le nom, son personnage est extrêmement attachant et très réussi, une sorte de loser beauf, naïf et gentil. J'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui connaissent l'histoire, forcément pareil, ça peut vous gâcher un peu la série, je pense. Mais moi, je m'étais bien gardé d'aller trop loin dans l'histoire vraie, donc je ne connaissais que le postulat de départ là que je vous ai évoqué. Et j'ai adoré en fait le tout dernier épisode de la série. C'est ça qui m'a fait réévaluer un peu l'ensemble, qui m'a fait augmenter la note. On est passé de 4 à 5 si vous voulez par exemple. Et le dernier épisode fait quand même plus d'1h30, je crois. Donc dans le reste, on est dans un petit peu moins d'1 heure, mais même dans du 40 et quelques peut-être des fois. Et là, le dernier, c'est quasiment un double épisode. Je crois qu'en France, ils l'ont coupé vraiment en deux. C'est pour ça, justement, je voyais nombre d'épisodes 7 et 8. Donc c'était un peu... Ouais. Je me posais la question de savoir c'est ce pour qui ça. se passait. Et donc il y a plein de trucs moi qui me restent en tête dans ce dernier épisode, et même dans la série en général, des images, des silences, des trucs un peu tendus. On est vraiment totalement à côté des personnages. On épouse leur point de vue, j'ai envie de dire. Et de toute façon, moi j'aime les forêts, j'aime le feuillage, donc j'étais servi dans cet épisode. Alors après, en vous spoilant très légèrement, mais sans trop y aller, pour ceux qui veulent de la traque, c'est quand même que dans le dernier épisode, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit exploité longuement, ça reste un truc de prison, la série quand même. Mais j'ai trouvé qu'on évitait justement les passages obligés un petit peu du genre, et ça c'était plutôt cool. Là on a quand même une prison plutôt à la cool, c'est pas un truc d'une noirceur abyssale. On est plutôt du côté dans les bâtiments où ils sont en train de travailler entre détenus sur des travaux manuels, ce genre de choses. Donc des trucs qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Donc vous attendez pas à ce que les mecs se mettent sur la gueule dans la prison ou se violent, c'est pas ose quoi. Franchement, c'est vraiment une série moi que j'ai envie de conseiller un petit peu aux gens que je croise de différents milieux sociaux aussi, parce que c'est un peu le truc qui peut plaire un petit peu à tout le monde. C'est pas
c'est pas élitiste, c'est pas inaccessible, c'est bien fait, ça mérite qu'on en parle un petit peu plus, parce qu'en France, c'est passé sur Canal, je crois, mais un petit peu dans l'anonymat, un peu comme tout ce qui passe à la télévision maintenant, mais aux USA, ça a eu un petit peu plus de retombées, parce que ça a été pas mal nominé dans les récompenses des séries télé et compagnie. Après, c'est Versace qui a surtout remporté dans la catégorie des mini-séries, dont j'avais dit aussi beaucoup de bien, mais après, les deux mini-séries se tiennent extrêmement bien. Donc moi, je vous le recommande chaudement. Seb, t'as regardé ça? Non, pas, je devais le faire, mais depuis le début de l'année, j'ai un peu enchaîné beaucoup de trucs et donc j'ai pas eu encore le temps, mais va falloir que je m'y mette. C'est sur ta liste. Voilà. Voilà les garçons, c'est T'as fini. fini? Ouais. Bon, bah écoute, ça m'avait l'air d'être une belle petite fournée quand même. Terror Firmer, quand même 99, faut rappeler que le film a déjà 20 ans. Déjà 20 ans, ouais, effectivement. Et que donc Trauma était déjà assez vieille aussi à cette époque-là et que les choses n'ont pas changé depuis. Et que Trauma, on t'aime à la folie jusqu'à la fin. Ouais. Si on devait en citer qu'un seul, c'est un des traumas que nous ayons vu. Est-ce que tu me mettrais comme moi sur Toxic Avenger 4? Bah ouais, ça Juste reste. pour sa scène d'intro dans l'école d'handicapé mental, je pense que après vous pouvez arrêter le film. Je pense que Et on attend toujours l'hypothétique 5e épisode qui n'arrivera aussi jamais, je pense. Et l'hypothétique remake par un gros studio aussi. Ouais, ils ont reparlé encore récemment de ce truc-là. Effectivement. Avec qui pourrait faire l'acteur principal? Dwayne The Rock Johnson. C'est vrai qu'en plus c'était Ou Chris Pratt. Ou Christian Chris Quesada. Pratt, Christian Quesada. Qui devait avoir un film sur sa vie, mais c'était pas vraiment vrai. tout à fait. Pourtant j'aurais bien vu notre ami, le copain de Guillaume Canet, dont le nom m'échappe tout de suite. Laurent Lafitte. Non, non, le vieux, non, ne le dis à personne, là, putain. Cluzet. Voilà, François Cluzet dans son rôle, je le voyais bien. Je pense qu'il y avait quelque chose. Il aurait eu le César. Et Guillaume Gallienne. Qui fait une série sur Proust pour Netflix. Exactement. On a hâte. C'est clair. Dans de sa race. L'alignement des planètes. Mon Dieu. Putain. Et après, ça fait que des séries engagées. Merci Netflix, je ne résilierai jamais mon abonnement. Comme l'a si bien dit cette personne sur Twitter. Bravo à elle. Je crois que nous allons conclure l'émission, messieurs. Et toujours sur Nina Hartley, je crois. Excusez-moi, je suis en train de me masturber. Faut vraiment... Fait son intégrale. Alors, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter avec le compte officiel de l'émission avec son Bug le podcast, tout attaché. Je suis Alphonse Dadet, nous avons Grumpy Seb et Bastien, ton compte Twitter? Small hands, oui, petite main peut-être, mais surtout une belle et bonne grosse. Oula, excusez-moi, je m'emballe un peu, mais c'est parce que j'ai plein de tatouages et ça me rend un petit peu complètement dingo. Je suis un peu fêlé, mais gentil dans le fond. C'est pas parce que je vous mets des claques ou je vous crache en pleine gueule que je n'ai pas d'amour à vous donner. Donc ça finit toujours bien avec moi, voire même très bien. Donc pour peu que vous aimiez vous hydrater, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter. Alors attends, c'est quoi ton pseudo? Parce que je regarde, je ne trouve pas. Small hands. C'est que tout collé? Oh, 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 oh. Ça dépend. Ça dépend à quelle heure. En tout cas, tu vas chercher dans les tréfonds parce que ça je ne connais pas ces gens. Bravo. Parce que je suis un déglingo. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons clore l'émission 49 sur cette belle fin. Chers auditeurs, à très bientôt pour la dernière émission. Ciao, ciao. Salut.